très contente de vous retrouver en présentiel pour Next Tourisme après 3 ans de pause forcée. Donc, merci infiniment également aux intervenants que je vais appeler à monter sur scène. Alors, tout d'abord, Christelle Blondeau, directrice générale France de Louvre Hotels Group. Ensuite, honneur toujours aux femmes, Stéphanie Giniès, directrice marketing et e-commerce de Pierre et Vacances. Cyril Cousin, directeur France d'Air Transat. Et Antoine Walter, directeur France d'Expedia. Alors, nous sommes réunis pour 1 heure de débat sur les nouveaux défis de la distribution, sur les leviers de performance. Vaste sujet. Vaste sujet. Donc, on va débattre pendant 50 minutes et après, vous aurez l'occasion de poser des questions. Donc, n'hésitez surtout pas. Alors, je vais commencer par poser une question à Cyril. On a beaucoup parlé de l'accélération, de la digitalisation dans le secteur du tourisme pendant la crise. Et c'est notamment vrai pour l'aérien. Alors, j'échangeais récemment avec Air France qui me disait « Aujourd'hui, 1 billet sur 2 est vendu sur notre site Internet. » Alors, c'est beaucoup puisque en 2019, c'était 1 billet sur 3. On voit qu'il y a une accélération évidente. Qu'en est-il pour Air Transat, qui est la compagnie référente sur l'axe France-Canada? Alors, on a les mêmes tendances, un petit peu. On est au-dessus de 50% nous concernant sur 2022. L'accélération par rapport à notre ami, notre concurrent Air France, on partait d'un petit peu plus haut. Donc on était à 40% il y a 3 ans. Là, on est à 52%, selon les semaines et les mois, entre 52 et 55%, on va dire. Donc forte accélération effectivement des réservations sur notre site internet. Et effectivement, est-ce que la crise Covid a accéléré cela? Oui, clairement. Le fait que les agences de voyage traditionnelles qui représentaient encore une vente sur 4 du total de nos ventes n'aient pas opéré pendant 2 ans, ont été fermées, n'ont pas été accessibles, etc. Il y a eu un transfert. Le client, dans ses recherches, a changé de canal en partie. Donc, vous pensez que c'est conjoncturel ou structurel? Les deux. Les deux, ça a été sûrement le catalyseur, le point de rupture ou d'accélération. Là, effectivement, je dois dire que sur les mois que nous vivons, là en ce moment, il y a une réaccélération du canal historique agence de voyage traditionnelle. Maintenant, est-ce que ça va bouleverser les grands équilibres? Il y a quand même, dans le relevé des compteurs qu'on a fait, vous avez, enfin en tout cas nous, on a répertorié, ne serait-ce que sur le marché français, environ 400 IATA de moins qu'il y a 3 ans. Donc, effectivement, il y a eu quand même une disparition de certains points de vente. Et quand on préparait cette table ronde, vous me disiez aussi, finalement, c'est assez logique, c'est que pour les produits très simples, les consommateurs se sont habitués à réserver par eux-mêmes. Par contre, ils vont aller en agence pour des produits plus complexes, à forte valeur ajoutée, et également des voyages d'affaires. Absolument. Enfin, moi, je viens d'une expérience tour operating dans ma vie passée. Tout ce qui était circuit à la carte avait encore sa place où il y avait le besoin de conseils et d'expertise dans le canal physique. Même les clubs de vacances où j'ai œuvré pendant quelques années, il y a eu un transfert majeur d'un produit simple, brandé, charté, où la promesse était simple. Oui, il y a eu une bascule sur la vente digitale. Donc oui, la réponse à votre question est oui. Stéphanie, pour Pierre et Vacances, la vente directe, c'est du bon sens. Hein. Alors, bon sens, je ne sais pas. En tout cas,
comme vous, nous, on avait déjà une part de vente directe assez élevée avant le Covid, parce qu'on était à peu près à 2/3 de nos ventes sur les canaux directs. Là, on est au-dessus de 70% aujourd'hui, donc pareil, une grosse progression. Je fais le même constat, je pense qu'il y a et du conjoncturel et du structurel. Sans doute aussi, je pense qu'il y a deux choses. Il y a un effet où les clients ont pu être sans doute un peu échaudés des conditions de remboursement, d'information, etc., sur des intermédiaires. Mais aussi beaucoup, nous, qui nous sommes énormément améliorés. Moi, je pense que le Covid, ça a été un accélérateur très fort en relation client, en transparence, en qualité d'information. Ça nous a vraiment... on s'en serait passé. Mais puisque ça a eu lieu, je pense que ça nous a fait énormément progresser sur la qualité de nos canaux directs, de leur information et de leur performance. Pour revenir aux chiffres, vous disiez 70% de ventes directes, dont à peu près la moitié sur Internet. Hein. Oui, c'est à peu près ça. Enfin, après, ça dépend comment on compte, mais oui, c'est une très grosse moitié. Ouais. D'accord. Même constat chez Louvre-Hôtel ? Alors oui, nous pendant le Covid, d'abord on a été fermés, voilà, et post-Covid, quand on a réouvert, on a eu l'effet inverse, c'est-à-dire effectivement que le direct hôtel a pris une croissance assez extraordinaire parce que les clients avaient besoin d'être rassurés tout simplement. Il y avait des grosses questions autour des prestations en termes d'hygiène, en termes de process. Est-ce que je vais pouvoir avoir mon petit déjeuner? Est-ce que je vais pouvoir dîner, déjeuner? Donc voilà. Et aujourd'hui, le balancier est revenu un petit peu à la normale comme en 2019 avec une accélération de la digitalisation et des réservations en ligne. Alors sur nos propres sites web, puisque nous on a mis à profit cette période un peu compliquée de fermeture pour justement préparer l'avenir, et notamment on a beaucoup investi sur nos plateformes technologiques et nos sites web, et aujourd'hui on a une augmentation de 30% de leur fréquentation, donc ça paye. Voilà, comme le disait ma chère collègue Stéphanie, puisque ça a eu lieu, on a essayé de le mettre à profit, cette période un peu compliquée. Voilà. Et le reste, effectivement, se passe avec nos partenaires hôtiers, entre autres, où là aussi, la croissance est revenue. Voilà. Mais on va effectivement parler des plateformes. La difficulté pour tous les acteurs que vous êtes, c'est que pendant cette crise, les employés étaient en activité partielle, les sites étaient parfois fermés, les avions au sol, et malgré tout, il fallait essayer de répondre aux consommateurs qui étaient un peu perdus dans toutes les formalités d'entrée, dans les changements extrêmement fréquents de formalités. Voilà. Donc, ils avaient besoin d'accompagnement et normalement, l'outil digital devait pouvoir les aider, mais les outils n'étaient pas forcément au point. C'est difficile pour les hôtels, finalement, hier comme aujourd'hui, de se préparer à toute cette problématique-là, parce qu'en parallèle, ils ont de vrais problèmes opérationnels. Il faut gérer les employés, il faut éventuellement faire appel à un PGE, il faut prévoir la réouverture des établissements. Donc, comment Expedia peut-il aider? Et surtout, est-ce que les hôteliers ont vraiment pu faire tout cet effort de digitalisation des services alors même qu'ils avaient des problèmes opérationnels? Bonjour. Donc effectivement, pendant le Covid, on a déjà beaucoup aidé les hôtels à gérer les annulations. Je pense que ça, c'était un très gros sujet pour l'ensemble de nous pendant plusieurs mois. Et puis après, on les a aidés à communiquer mieux sur tout ce qui était mesures d'hygiène et de sécurité, qui était un gros point pour les voyageurs et qui reste aujourd'hui un gros point pour les voyageurs. Et puis en troisième point, on a aussi mis en place des outils pour les aider à gagner du temps. C'est vrai qu'il y a des sujets de staffing dans les hôtels. Et donc dans la manière dont ils travaillent avec Expedia, aujourd'hui on a lancé un agent virtuel. Donc c'est un mélange d'IA et de machine learning qui permet 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à nos partenaires hôteliers de pouvoir nous contacter, de pouvoir poser des questions, mais aussi de pouvoir régler et répondre à des questions. Voilà, changer les conditions d'annulation, rechercher une carte de paiement et ces choses comme ça. La deuxième chose sur laquelle on a accompagné les hôtels, c'était pour les aider à leur donner plus d'informations et plus de data. On a aujourd'hui énormément de signaux de data en interne chez Expedia. Et donc, il y a deux choses qu'on a inclus dans notre suite Partner Central. La première, c'est un outil qui s'appelle Market Insight et qui est un outil basé sur tous les signaux de demande qu'on voit sur les sites Expedia et qui permet à un partenaire hôtelier ou d'hébergement à un instant T de savoir un peu quelle nationalité est en train de rechercher son hôtel, sur quelle durée de séjour, quelles sont les typologies des clients.
Et puis il y a aussi quelque chose qu'on a lancé qui s'appelle Rêve Plus, qui existait déjà avant et qui est un outil qui permet d'avoir en temps réel une vision sur son compte set, savoir les prix moyens, des prédictions de taux d'occupation, à la fois pour l'hôtel, mais aussi pour tout son environnement compétitif, pour pouvoir prendre des décisions plus rapides et plus avisées en termes de stratégie de pricing ou de distribution. Donc ça, c'est ce qu'on a fait pour les partenaires hôteliers et qu'on continue de faire. Et en parallèle, pour l'industrie, on a lancé un projet qui s'appelle Open World. Je ne sais pas si vous avez suivi Explore 2022, qui est la grande messe Expedia annuelle à Las Vegas, où en fait, on a ouvert un peu le cœur de notre machine à l'industrie pour proposer à l'ensemble des partenaires du tourisme de pouvoir bénéficier des modules qu'on a développés en interne. Donc pour le dire concrètement, demain, vous voulez mettre en place un agent virtuel, vous pouvez bénéficier de la technologie d'Expedia. Vous voulez mettre en place une politique de gestion de la fraude, vous pouvez bénéficier de la technologie Expedia. Vous voulez mettre en place des locations de voitures sur votre site, vous pouvez bénéficier de la technologie d'Expedia. Et au-delà du concept qui a été lancé à Vegas, on est très fort pour lancer des concepts, c'est quelque chose qui existe déjà, puisque je vous ai donné 2 exemples. Depuis 2019, Expedia est le distributeur exclusif des tarifs wholesaler en gros pour la chaîne Marriott. Et en avril 2022, Delta a mis en place un module de location de voitures sur son site qui est technologie Expedia et qui permet de proposer une expérience unifiée aux voyageurs Delta qui, quand ils réservent un avion sur Delta, peuvent louer la voiture directement. Donc vous devenez un fournisseur de services et un fournisseur technologique. Exactement. Auprès des hôteliers et auprès des autres opérateurs. Hôteliers et le reste de l'industrie, tout à fait. D'accord. Ça, c'est pour Expedia. Maintenant, quel est votre sentiment par rapport aux hôteliers? Est-ce que tous réussissent à embarquer dans la digitalisation ou est-ce que vous voyez justement 2 ou 3 familles émerger? Alors, je pense que l'ensemble du secteur et les hôteliers ont profité de ces 2 ans pour faire énormément de pas en avant sur beaucoup de sujets, dont la digitalisation. Donc effectivement, on voit qu'il nous reste encore quelques hôtels indépendants qui ont un peu de mal à se moderniser et à sauter le pas de la digitalisation. Mais la plupart des chaînes, que ce soit des hôtels ou des résidences ou des campings, il y a un énorme travail qui a été fait sur leurs canaux directs, déjà, en termes de digitalisation. Après, il faudra qu'ils répondent, mais c'est le sentiment que j'ai. Et puis aussi sur la manière dont ils travaillent avec des gens comme nous. Les liens qu'on a avec des chaînes se sont énormément renforcés sur les 2 années, parce qu'effectivement, il y avait beaucoup de choses à faire. Donc oui, il reste des réfractaires à la digitalisation. Mais pour moi, il y en a de moins en moins. Plus parmi les indépendants, si je comprends bien. Oui, c'est mon sentiment. D'accord. Alors, on va continuer avec tout ce qui est automatisation, IA, et puis aussi place de l'humain dans la relation client. Je vais poursuivre avec Cyril. On en a parlé ensemble. La période de Covid, ça a été très compliqué. Je crois que les avions sont restés au sol pendant 12 mois. Oui, un petit peu moins que ça, mais on a arrêté de voler pendant 9 mois, oui. Pendant 9 mois. Et donc, ça a amené forcément beaucoup de questionnements de la part des clients qui voulaient reporter, être remboursés, être accompagnés, récupérer leurs avoirs, changer la durée des avoirs. Enfin, il y a eu quand même, au niveau de l'aérien en particulier, énormément de tensions. Et donc, un service client probablement engorgé. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous l'avez vécu ? Oui, alors j'écoutais avec attention ce que disait Stéphanie à côté de moi et je suis admiratif et envieux de l'avoir entendu dire nous nous sommes améliorés, ça a été très fondateur. Nous, pas du tout, ça a été une énorme galère. Si vous voulez, en fait, on a dû gérer environ 400 000 billets d'avion. Et avec un chatbot qui n'était pas prêt. Et si vous voulez, quand vous arrêtez de voler, que la trésorerie devient le nerf de la guerre, donc que vous mettez 80% de vos salariés en chômage partiel. Donc vous n'avez plus les ressources, et tout d'un coup, vous montez à 12 500 appels jour à gérer. Donc, oui, donc, moi, en toute humilité, je dis non, on a été mauvais, très mauvais, dépassé par la grandeur des événements. Et oui, c'est fondateur, mais pour maintenant. En tout cas, bravo pour ce sens de l'humilité. Oui, mais non, on a été complètement débordé, mais je ne vois pas qui aurait pu bien gérer cela dans
le consommateur est enclin, c'est son argent. Donc en plus, on est une compagnie loisirs, nous, donc beaucoup plus de particuliers que d'entreprises, avec des gens et des seniors qui sont pas forcément eux, vous leur parlez de chatbot, etc. C'est pas natif hein, pour eux. Donc nous, ça a été non une vraie plaie, une vraie épreuve. Avec un service donné à nos consommateurs qui n'a pas été à la hauteur d'un standard requis. Je veux dire, on est monté à 4 heures d'attente au téléphone. Enfin, ça a été éprouvant, y compris pour les gens qui travaillaient, parce que pour le coup, après 4 heures d'attente, j'imagine que les clients étaient un petit peu énervés. Alors, oui, on peut quand même, dire que il y avait quand même une grande compréhension des clients quand même, parce qu'ils savaient qu'ils étaient tous dans cette situation-là. Donc il y a des clients qui ont attesté. Voilà, j'ai posé mon téléphone, j'en ai profité pour passer l'aspirateur. Je connais la musique par cœur. On a eu le droit à ça, mais oui, aujourd'hui on en sourit, mais sur le moment, non, ça a été une vraie épreuve. Alors, quelles leçons en avez-vous tirées? On ne pense pas à revivre une telle épreuve. Néanmoins, je sais que pour le coup, vous en avez tiré des enseignements. Alors, oui, bien sûr, on a tiré des enseignements. Bon, la première, c'est le premier enseignement c'est qu'effectivement, quand même, les seniors ne sont pas. Nous, on a un rajeunissement là de notre clientèle. On en reparlera peut-être. Donc, tous ceux qui ne sont pas natifs avec le chatbot, le chatbot, on s'est aperçu qu'il fallait accélérer et très fort pour au moins orienter, répondre à des questions simples. Donc là, on a appuyé sur le bouton et on va en sortir un, en espérant ne pas revivre ça quand même, mais enseignement numéro 1. Un nouveau chatbot à la fin de l'année. Oui. Qui fera mieux le travail que le premier. C'était quoi les défauts du premier? Le premier, il était balbutiant. On était en pré-lancement, donc il n'était pas prêt. Donc en fait, il a servi à rien. Soyons clairs. Donc là, oui, projet numéro 1, un chatbot efficient lancé courant 2022. Deuxième sujet. Je dirais structurellement important, c'est que on a changé nos politiques tarifaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès la première gamme de prix dans les tarifs aériens, où un client a la possibilité de modifier son vol jusqu'à 24 heures sans frais, voire de l'annuler avec une pénalité light, entre guillemets. Donc la flexibilité. La flexibilité, et ça structurellement, je veux dire, si ça se repassait demain, ça nous ferait respirer mieux. Donc ça, c'est et puis effectivement une grosse réflexion sur la relation client et d'essayer de faire que le téléphone ne soit pas le réflexe naturel. Alors Christelle, Cyril vient de parler de chatbot. Vous aviez un projet de chatbot. Où en est-il ? Oui, alors moi je voulais revenir quand même sur la gestion, si vous permettez, de la crise, parce que vous avez dit effectivement que c'était une grosse galère. C'était une galère pour tout le monde. Mais en fait, nous on s'est organisé un petit peu différemment, c'est-à-dire qu'on a une équipe qui faisait le run, c'est-à-dire la gestion de la crise, et on a tout de suite mis une équipe qui faisait le build, c'est-à-dire de se dire, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mettons à profit en fait cette période pour justement faire des projets, on en parlera je pense tout à l'heure, et construire un petit peu sur des bases solides de la partie tech, mais pas que. Toute la partie marque, la partie produit, etc. Voilà. Donc ça, c'était un point important parce que quand on a dû quasiment du jour au lendemain, dès l'annonce du confinement, fermer 1000 hôtels en France, c'était du jamais vu. Ça aussi, il faut le gérer avec les personnes sur le terrain, donc des équipes extrêmement résilientes, puisque nos GM, nos directeurs d'établissement sont souvent restés et la variable d'ajustement pour gérer la crise. Donc effectivement, le côté RH avec la mise au chômage partiel. À l'époque, je vous rappelle quand même qu'on n'avait pas de visibilité sur les aides gouvernementales quand c'est tombé. Donc c'est quand même là aussi du jour au lendemain, tout s'arrête. Gérer effectivement les annulations, le personnel, le confinement, un hôtel qui s'arrête, eh bien c'est compliqué.
C'est éprouvant, même dans les systèmes. S'il y a eu un vent de panique, dans les restaurants, je ne vous parle même pas des pertes, etc. Et puis, après, la réouverture d'un hôtel, c'est pareil, c'est compliqué. Puisqu'en général, les hôtels ont fermé dans la panique et ont mal fermé. Donc, notamment sur les plannings, etc. Enfin, je pense que mon collègue sait bien de quoi on parle. Et ça aussi, ça nous a pris beaucoup de temps. Voilà. Donc sur la partie de chatbot, donc nous on a effectivement mis en ligne nos nouvelles plateformes web pendant le Covid. Il y en a d'ailleurs fait beaucoup de choses pendant le Covid. Et aujourd'hui, c'est plutôt un succès. On avait un projet de chatbot et en fait, aujourd'hui, il n'est pas encore abouti et je ne sais pas si ça va être la priorité, en fait, sincèrement, d'investissement, parce qu'on s'aperçoit que les gens ont besoin d'être rassurés, donc que ce soit extrêmement bien conçu, que l'IA soit complètement au point. Sinon, ça a vraiment l'effet inverse, en fait. Voilà. Donc, à ce jour, on a une augmentation de 30% de nos ventes, de nos taux de conversion qui sont supérieurs à 50% sur notre app, sans le chatbot. Donc, c'est pas forcément quelque chose sur lequel on va aller tout de suite. En fait, on se dit peut-être que c'est pas ça. Peut-être qu'il faut plutôt renforcer, nous, le côté service client sur l'aspect call center, etc. Je comprends. Après, Cyril l'exprimerait mieux que moi, mais je pense pas qu'il y ait d'antinomie entre les deux. Le chatbot, c'est vraiment la FAQ améliorée. Et après, le service client, oui, effectivement, est très important. Il faut que ce soit bien fait. Si c'est mal fait, c'est compliqué. On n'est pas forcément confronté au même questionnement de la part des clients. Quand on est dans un hôtel, c'est pour un séjour avec une durée un peu plus longue, avec une expérience de vie. Nous, un billet d'avion, c'est assez standardisé, l'expérience vécue à bord. Donc, on a probablement moins de questions. On a un produit plus charté, plus simple à comprendre, entre guillemets, dans l'imaginaire du client. Donc, le chatbot est probablement plus adapté à notre réalité. Je ne dis pas que c'est la martingale ultime. Encore une fois, on voit avec les seniors. Et puis un autre point que je n'ai pas précisé, mais qui, quand Linda, tu me demandais est-ce que changement de la politique, chatbot, de politique tarifaire, et puis aussi appel aussi à des prestataires externes qui pourront prendre des appels par aux 80% de chômage partiel qu'on a eu. Si on a eu un prestataire externe efficace ou voire mondial, donc ça on y songe aussi. Donc oui, ça a été fondateur cette crise. Hein, mais... Très bien. Alors on parlait de flexibilité. Je pense que c'est l'un des leviers qui va rester après la crise. Et Stéphanie, vous me disiez même que grâce justement à une politique commerciale que vous aviez anticipé, vous avez sauvé une partie de l'année, une partie de l'activité. Oui, absolument. Bon, je nuance. Hein. Nous aussi, on est passé par des moments super durs, hein, mais je trouve qu'on a vite réagi quand même. Et puis, il y avait aussi... on n'en parle pas trop, mais il y a eu aussi un effet mobilisateur très fort. C'est-à-dire qu'en fait, vivre une crise tous ensemble, ça a aussi révélé des dynamiques d'équipe qui étaient peut-être un peu éteintes. Après, nous, on était aussi un groupe... on était en plan de restructuration donc, quand le Covid a commencé, donc on a cumulé les peines. Hein, donc je pense que ça a eu un effet quand même mobilisateur. La flexibilité. Alors, dans toute cet environnement hostile, on a eu un coup de bol de dingue. C'est qu'on avait commencé à travailler sur un tarif flexible. Et donc, on avait un tarif flexible qui était programmé pour sortir début avril 2020. Donc, il nous a énormément servi puisque dès que les ventes ont repris, on a pu proposer en fait à nos clients deux tarifs différents, un tarif ferme qui les engageait et avec des conditions d'annulation évidemment tenant compte des conditions Covid, mais un peu moins flexible, et puis un tarif dit flex qui est annulable jusqu'à 2 jours avant selon les périodes, enfin dans les tarifs qui peuvent être annulés jusqu'à 30 jours, 14 jours, 7 jours ou 2 jours. Et donc on a tout passé en J-2 en fait sur les ouvertures de vente. Et donc ça nous a énormément aidé d'avoir ce tarif prêt à l'emploi et puis en plus qui n'a pas bugué, enfin je veux dire la mise en prod s'est bien passée et tout ça, donc c'était super. Donc ça nous a énormément servi. Aujourd'hui c'est vraiment un argument pour nos clients. On fait à peu près un gros... Enfin, après ça dépend des moments. En early booking on fait beaucoup de flex, et en last booking un peu moins. Au global on fait à peu près 30% de nos ventes sur ce tarif. Donc effectivement cette notion de flexibilité elle est essentielle.
Enfin, vous l'avez dit, les conditions d'annulation super light, etc. Enfin, ça fait partie du contrat de base maintenant. Je pense qu'il n'y a pas tellement de sujets là-dessus. Et je pense qu'avec la flexibilité vient aussi une demande de transparence très forte, justement parce qu'il y a eu beaucoup de conversations. En fait, nos clients, tous les clients du tourisme, et nôtres avec, se sont perdus un peu dans les conditions d'annulation, à quel endroit faut appeler, est-ce que j'avais une assurance, j'en avais pas, elle marche. Et ça, c'est fini. Enfin, je pense qu'on a vraiment un devoir de transparence, de simplicité, et qui est bénéfique pour tous, en fait, parce que ça fait plus vendre et les clients sont plus contents, ils s'engagent plus facilement. Donc voilà, mais je pense que vraiment la flexibilité, elle va avec la transparence, et que tous les efforts qu'on peut faire pour éclairer le parcours, raconter les choses simplement, sont bénéfiques. Et j'en termine avec ça, c'est que justement, pendant la crise, nous, le truc qui a vraiment hyper bien fonctionné, avec tout ce qu'on connaît des chômages partiels et tout ça, c'est que tous les matins, on avait un point des équipes avec le call qui, pour les appels qui avaient été décrochés, mais remontait en fait tous les pain points, toutes les questions, tous les sujets qui préoccupaient les clients, et en direct, on mettait les FAQ à jour. Donc le site est devenu un outil d'information bien plus important qu'il n'était précédemment. On avait un site qui était très orienté conversion, très parcours de vente. Aujourd'hui, c'est, de mon point de vue, un site qui est plus équilibré entre information, qui projette plus dans la marque, et évidemment qui fait son job de vente avec des taux de conversion qui progressent, etc. Alors, flexibilité tarifaire, c'est parfait pour le client, on le comprend bien. Maintenant, pour vous, c'est difficile en termes de pilotage des ventes. D'autant plus que on a maintenant une saisonnalité qui a beaucoup évolué. On sait que la dernière minute s'est développée. Donc, comment vous le gérez ? Pour l'instant, ça finit bien à chaque fois. Donc, en fait, on le gère bien. Voilà, on est content. Moi, je trouve que c'est assez intéressant. En fait, j'ai une nature assez optimiste, hein, mais je pense que c'est intéressant dans une vie professionnelle à un moment de désapprendre ce que l'on sait. Donc là, effectivement, c'est quoi la bonne année de comparaison pour regarder les ventes ? Est-ce que c'est Oui, vous me disiez 2019, c'est pas forcément une année de référence, parce qu'en finalement. fait, les comportements de 2019, souvent. ils n'existent plus. Donc, le super pic de early booking en janvier, on en a toujours un peu d'early booking, il n'est plus ce qu'il était. Donc, oui, alors on se compare à 2019 et ça va très bien. On se compare à 2020 jusqu'au moment où les ventes se sont arrêtées, ça va très bien. On compare à 21, ça ne veut rien dire parce que la période, c'était une demi-année. Donc voilà, donc il faut apprendre à piloter différemment. C'est pour ça que je dis que je pense que le sujet, il est dans la capacité des organisations à se mettre au service du moment, quoi. Donc faut s'adapter. En mode agile, comme on dit souvent. Oui, mais sans galvauder le mot, mais en tout cas, je pense que il faut être les doigts dans la prise tous les jours, regarder les signaux, tenir les nerfs un peu, et puis réagir et remettre aussi de l'importance sur, remettre, chez nous c'est très fort, remettre du sens sur qu'est-ce que le client achète, comment je me mets à sa place, finalement comment je réponds à son besoin. Et pour l'instant chez nous, ça fonctionne plutôt très bien. Donc après, on est dans un moment qui est favorable aussi. Mais je pense quand même que cette capacité à s'adapter et à s'organiser au quotidien dans une forme d'agilité vertueuse joue aussi. Donc Christelle, elle est d'accord. Oui, non, mais c'est fondamental. L'entreprise aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'on dit maintenant les clients veulent ça, mais on ne peut pas le faire. Mais non, il y a un moment donné, il faut savoir comment on va pouvoir le faire. Parce que celui qui ne saura pas s'adapter, c'est celui qui ne survivra pas. Enfin, c'est un non-choix. Je pense que le Covid a été un exemple, un accélérateur de ça et un exemple criant de se dire jamais, il y a des choses que je pense que jamais on n'aurait pensé faire, quoi. Et a fallu les faire. Donc, et d'ailleurs d'une manière assez rapide, c'est-à-dire que la rapidité a joué. Et s'il avait fallu faire ça dans un contexte normal, je pense qu'on aurait peut-être mis 2 ans à le faire. Là, on a dû mettre 2 mois à prendre la décision et à le sortir, quoi. C'était un peu darwinien, en fait, dans le contexte. Pardon ? C'était un peu darwinien dans le contexte. Oui. Ouais. Les avoirs Covid, c'est un nouveau moyen de paiement, qui a été implémenté dans le funnel en quelques semaines. Voilà. C'est du jamais vu. On a fait des choses en quelques semaines. Donc désormais, c'est le rythme. Avec des équipes en activité partielle. Alors, on a parlé de la difficulté du pilotage des ventes. Il y a aussi une volatilité très forte, Antoine, des clients qui sont prêts à changer de marque assez rapidement. Il n'y a pas vraiment de fidélité aux marques avec la digitalisation. Alors, disons qu'il y a déjà eu beaucoup plus d'utilisation du online pendant le Covid, et on voit que les tendances sont toujours très fortes.
sur l'utilisation du online pour réserver. Donc, qui dit réservation online, dit multiplication des canaux, et donc potentielle volatilité des clients et des voyageurs. Et je pense que ce soit chez Expedia ou dans tous les acteurs de l'industrie, le point clé, c'est vraiment de remettre le voyageur au centre des priorités des entreprises, pour, un, lui redonner de la confiance, deux, lui proposer de la simplicité, et je pense que c'est quelque chose sur lequel on est tous d'accord, et puis trois, les aider à vivre des bonnes et des bonnes expériences, puisque c'est ça, hein, nous on crée des souvenirs, hein, pour le dire clairement. Donc quand on parle de créer de la simplicité, il faut, et je pense que c'est quelque chose qu'on a beaucoup fait chez Expedia, comme tout le monde, on a pris ce temps-là pour innover sur tout ce qui est la phase de recherche et de réservation. Voilà, c'est-à-dire que vous regardez aujourd'hui les sites du groupe Expedia et dans les 6 prochains mois et il y a 2 ans, on a mis en place le price tracking qui vous permet de savoir où en sont les prix, mais aussi comment ils vont évoluer dans le futur. On a mis en place le smart shopping qui vous permet sur la même page de pouvoir comparer des offres hôtels plus avions en changeant quelques dates, et donc tout ça sans avoir à ouvrir 18 onglets sur votre ordinateur. Je pense que tout le monde voit de quoi je parle. On a mis en place les tripboards qui vont vous permettre de partager des projets de voyage avec vos amis ou avec votre famille. Tout ça, c'est des choses qui vont permettre aux voyageurs de se dire, OK, quand je vais sur ce site-là, c'est simple, c'est clair, c'est transparent. Et personnalisé. Et c'est personnalisé, donc je vais continuer. Ça, c'est le point 1. Le point 2, c'est comment on fait pour que les voyageurs vivent des nouvelles expériences. Historiquement, chez Expedia et sur le marché, le sort, la manière dont on présente les properties, enfin les hébergements, c'est le prix et la dispo. Voilà. Pour être très concret, on l'a lancé chez Expedia, mais je pense qu'il y a plein de gens qui travaillent dessus, on lance un nouveau score d'expérience client qui va impacter directement le sort et donc la visibilité de nos partenaires. Donc en fonction des notes que vous avez, du nombre d'annulations, des relocations que vous faites parce que vous honorez pas des réservations, ça va vous donner un score et ce score-là va impacter vos visibilités. Donc sur les sites du groupe Expedia, demain, les properties et les hébergements qui seront proposés en premier seront ceux au-delà du prix de la dispo, qui proposent et qui ont des super notes clients et qui permettent d'avoir des bonnes expériences pour les clients. Ce sera en place quand ? Alors ça va être en place courant de l'été. C'est en train d'être lancé. On est en train de communiquer aux partenaires un peu comment va être construit ce score, parce que voilà, d'un point de vue, il faut être transparent avec les voyageurs, mais il faut aussi donner à nos partenaires hébergements les moyens d'améliorer ce score-là. Donc c'est sur ça qu'on travaille, mais ça sera donc lancé. l'affichage par défaut, c'est ça ? Là, en fait, le sort sur la plateforme sera bien évidemment prix dispo, mais il y aura une composante forte sur ce score d'expérience client. D'accord, grâce à l'IA, j'imagine. Tout à fait, exactement. Et le troisième point, c'est les programmes de fidélité. On est tous très friands des programmes de fidélité, encore plus les Américains. Et autant vous dire qu'on travaille très bien avec les Américains, puisque la moitié des Américains qui viennent en France viennent par Expedia. Et donc là, aujourd'hui encore, il y a des programmes de fidélité pour chaque marque. Autant vous dire que tout le monde, je pense, connaît, j'espère, le programme de fidélité Edgecom, vous avez des nez gratuites. Celui d'Expedia où vous cumulez des points. Abritel où il n'y a pas de programme de fidélité, malheureusement pour tous ceux qui réservent leur maison de vacances sur ce site. Et dans le courant de l'année, on va unifier tous ces programmes de fidélité pour vous permettre de vous réserver sur hotel.com, sur Expedia, sur Abritel, sur Orbitz. Vous cumulez des points que vous pouvez dépenser ou échanger sur l'ensemble des sites de la marque. Donc voilà, la fidélité, c'est, donc, comme je vous disais, c'est 1, la simplicité et de la transparence. 2, remettre l'expérience et les bonnes expériences au cœur. Et 3, fidéliser avec des programmes de fidélité qui sont un peu différents et plus évolués que ce qu'on faisait par le passé. Ce sera OneKey, hein, le Tout à nom fait. du programme de feed. OneKey. Donc c'est un programme de feed ambitieux sur toutes les marques, sur tous les produits. On a le sentiment qu'aujourd'hui, justement, les plateformes essaient de développer des programmes de feed. OGIO l'a fait également. Oui. Ils arrivent à 3 millions d'abonnés. Alors qu'historiquement, c'est plus finalement les fournisseurs qui faisaient des programmes de feed, les compagnies aériennes, les hôteliers. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est aux marques ou aux plateformes de développer des programmes de feed ? Je pense que c'est aux deux. J'aimerais donner la parole à Christelle. Oui, non, je pense que c'est aux deux. On a des clients qui sont fidèles à des marques et les plateformes sont pratiques, c'est-à-dire que pour le client, parce que sur une plateforme, vous avez toute l'offre avec les commentaires clients, les photos, ce qu'il y a à faire autour. C'est aujourd'hui que c'est devenu un carnet de voyage extrêmement clair. Donc là aussi, c'est facilitateur pour le client. Et après, vous avez des clients qui sont aussi fidèles à des marques et voire à des hôtels en particulier, voire à des hôteliers particuliers. Donc c'est pas antinomique non plus.
plus. Voilà. Et peut-être complémentaire. c'est peut-être complémentaire. Et puis on parle de fidélité. Aujourd'hui, c'est plutôt de la multifidélité. En fait, c'est peut-être qu'il y a 30 ans, on parlait de fidélité quand on était vraiment fidèle à une marque. Aujourd'hui, c'est pareil. Il n'y a plus rien d'antinomique. Vous pouvez aller dans un restaurant Michelin, étoilé Michelin, et en même temps fréquenter le McDo. C'est plus antinomique. C'est la même chose pour l'hôtellerie, pour le tourisme. Vous pouvez être fréquentateur d'un type d'hébergement ou d'une gamme en fonction d'un besoin particulier et d'un autre type d'hôtellerie, d'une autre marque, d'un autre segment en fonction d'une autre typologie de voyage et de besoins que vous avez. Donc. Stéphanie ? Alors, moi, je pense que le premier levier de fidélité, c'est quand même notre capacité à proposer des expériences. Donc, franchement, le premier levier de fidélité, c'est l'expérience que vous allez vivre pendant votre séjour ou pendant votre réservation ou pendant votre vol, peu importe, mais j'ai fait 20 ans de CRM, hein, donc j'ai beaucoup entendu, ah là là, on va faire une activation de base. Bah oui, bien sûr, mais l'activation de base, elle fait revenir plus les gens qui avaient eu une bonne expérience. C'est pas un mailing, c'est pas un point de feed qui rattrape une mauvaise expérience. Ça, faut pas le perdre de vue, quoi. Le sujet numéro 1, c'est ça. Et si on a des clients fidèles, bah, c'est parce qu'ils sont contents de venir avec le prix qu'ils payent. Donc, continuons à défendre la valeur et la fidélité viendra. Donc après, il y a comment est-ce que je suis capable de bien traiter mes clients, tous mes clients, de toute façon, voilà. Mais comment je traite particulièrement les clients fidèles, je pense qu'on a une obligation d'excellence de service à leur égard. Là, pour le coup, je pense que nous, on peut vraiment s'améliorer, même si on fait plein de trucs très bien. Et je rejoins complètement Christelle. La fidélité chez nous, elle se vit beaucoup au site et beaucoup à l'équipe, en fait. Et on revient aux organisations, aux humains, à la capacité de s'adapter, etc., quoi. Voilà. Donc, les deux, bien sûr, mais ne perdons pas de vue que la fidélité, avant d'être un système de points ou de promotion, c'est un sujet d'expérience, quoi. Très bien. Donc la fidélité, un sujet d'expérience, ça me permet de revenir à Christelle et aux expériences que vous avez mises au point pendant la crise. Je pense notamment au Smart Hotel. Oui, alors pendant la crise, on a travaillé, je disais, il y avait des équipes qui géraient la crise et puis des équipes qui travaillaient en profondeur pour le post-crise. On se préparait déjà à la réouverture et au changement profond qui allait s'opérer. Et on a travaillé sur plusieurs sujets, plusieurs évolutions de produits et de nos marques, et notamment un concept Smart. Alors Smart, ça veut dire quoi ? Ça veut dire en fait en gros un hôtel complètement potentiellement digitalisé pour faire vivre une expérience nouvelle aux consommateurs. Donc on a ouvert ce premier hôtel il y a maintenant tout juste 1 an à Lyon, donc qui cartonne, hein, qui fait vraiment, qui a servi vraiment de levier, est un peu d'accroche-cœur à la réservation, hein, puisque on sait très bien que ce label qu'on a appelé Smart Inside, un petit peu à l'image de Intel Inside, hein, c'est un petit peu un plug and play comme on dit. A permis à plus de 66% des clients qui ont réservé quand même de franchir le pas et de faire la différence. Le Smart, c'est quoi ? Donc c'est un hôtel où vous avez effectivement le e-check-in, vous avez une app dès que vous rentrez, donc un énorme QR code que vous pouvez scanner et donc vous avez une app qui se télécharge automatiquement sur votre téléphone et de là en fait vous pouvez potentiellement tout contrôler. C'est-à-dire c'est vraiment le seamless, c'est-à-dire j'ouvre j'appelle mon ascenseur de mon téléphone sans toucher au bouton, etc. Donc vous imaginez bien que tout ça pendant la période Covid, post-Covid, bah c'est vrai que ça fonctionne bien parce que justement on touche plus à rien, on gère la température, on gère la lumière, c'est le Chromecast évidemment dans la chambre, c'est la possibilité de se faire livrer, de commander une bouteille d'eau, un coca ou je ne sais quoi, c'est via un petit robot au livreur qui vous annonce par SMS coucou je suis à la porte et qui vous apporte du coup ce que vous avez commandé via toujours l'appli. Voilà, c'est aussi le back office pour le personnel, donc avec la maintenance, avec la connexion directe sur des informations de ce qui se passe en chambre, d'un dysfonctionnement, etc. Donc voilà. Alors, vous allez me dire, oui, mais l'humain dans tout ça, mais l'humain, il reste complètement, parce que du coup, ça libère un petit peu nos équipes de certaines tâches un peu ingrates, et ça, c'est en back-office, pour justement être avec le client. Ensuite, on est là pour que le client vive une expérience. Ce robot, c'est un petit peu l'accroche-cœur, hein, voilà, donc qui a fait le buzz. Et puis,
le client qui ne veut pas digitaliser son parcours, il peut complètement avoir le parcours traditionnel puisque les équipes sont là. On peut avoir un check-in traditionnel, un check-out traditionnel, etc. Donc voilà, on n'est pas dans l'image, ah oui, mais c'est triste parce qu'on a pu l'entendre, et l'humain dans tout ça, mais il est complètement là, l'humain. On n'a pas du tout supprimé de poste. C'est vraiment juste de faire vivre une expérience nouvelle. Ça a été, on avait ouvert à Shanghai ce premier hôtel, Campanile, exactement, en 2018, et ça a été l'opportunité d'accélérer en fait pendant cette période et d'ouvrir le premier Smart européen à Lyon. Voilà. C'est le premier, et il y a un projet de labellisation. Alors, il y a un projet de labellisation à condition de respecter un minimum d'équipement, évidemment. Voilà, donc là aussi, c'est du plug and play, et il y aura le petit symbole Smart Inside, voilà. Donc, je ne sais pas si on a quelques photos, si vous voulez voir le petit robot. On va effectivement projeter quelques photos. Voilà, donc ça, c'est aussi la nouvelle chambre, effectivement, Campanile, qu'on a finalisé aussi un peu avec un esprit studio pendant ce Covid. On a fait beaucoup de choses pendant ce Covid. Donc voilà, et donc là, vous voyez le petit robot en bas, là, à droite, voilà, et qui reçoit les informations, qui derrière a un système, donc les équipes chargent le petit robot de ce que vous avez pu commander, et puis le petit robot ouvre tout seul l'ascenseur, et puis il monte dans les étages, et donc il ne peut pas taper, donc il vous envoie un SMS. Voilà. C'est aussi un peu de gamification, j'imagine que ça permet de rajeunir la clientèle. Oui, et puis dans le même esprit, Louvre a aussi, je vais vite parce que le temps passe vite, mais Louvre a également lancé un concept Fit Up en partenariat avec Decathlon Pro pour proposer des chambres avec un minimum d'équipement, avec du coaching, et là ça vous permet aussi d'augmenter la recette par chambre. Il y a un investissement. Et puis ça aussi, le Covid a été un accélérateur, les salles de sport étaient fermées, donc il y a beaucoup de nos clients, puis tout à chacun, on a essayé de faire du sport pendant ce confinement chez soi, et donc du coup de là est née cette idée avec Decathlon Pro d'équiper des chambres assez spacieuses dans nos hôtels, pas toutes les chambres, quelques chambres, d'un équipement minimum, vous allez voir une vidéo, et qui a permis aussi d'augmenter le revenu, en moyenne à peu près 15 € par chambre complémentaire. Donc voilà, donc je pense qu'on peut regarder les vidéos, je pense que ça parle d'elle-même. Très bien. Alors, on va parler maintenant de... Ah, pardonnez-moi. Ça permet d'augmenter la recette unitaire de combien? 15 €. 15 €. Le premier établissement est à Rungis. Ça, exactement. Il y a des projets derrière? Oui. Alors, oui, et ça peut vraiment s'implémenter dans pas mal de nos marques. Et aujourd'hui, écoutez, le concept est finalisé. On a prouvé sa rentabilité, puisque l'investissement est très faible d'ailleurs, et la dit value, comme on dit, est plutôt forte. Et là aussi, ça permet aussi d'être différenciant et de créer aussi une appétence et une différenciation qui aide aussi à la transformation, à la réservation. Donc dès maintenant, on est prêt à le déployer. Voilà, il y a depuis un mois, on est prêt, quoi. Donc voilà, on le déploie sur le réseau de nos hôtels franchisés. Pas sur tous les hôtels, puisqu'il faut quand même que ça réponde à certaines caractéristiques. Très bien. Alors, on va parler maintenant de la conjoncture. On s'achemine vers un été quand même très prometteur. Les signaux sont vraiment positifs, malgré, bien sûr, des inquiétudes par rapport au pouvoir d'achat, malgré la guerre en Ukraine. Mais néanmoins, si je m'en tiens au propos de Peter Kern, donc le grand patron d'Expedia, on est vraiment dans le travel revenge, la revanche par le voyage. Les Français ont très envie de partir, ça devient un besoin vraiment vital après 2 ans de frustration. Est-ce que ça veut dire que le tourisme responsable, pour l'instant, on le met un peu sous cloche? Donc oui, non, les chiffres sont très bons, les tendances sont très bonnes. Il y a une étude qui s'appelle le Traveler Index Insight qu'on fait à fréquence régulière. Et dans les derniers résultats qu'on a reçus là, on a 76% des gens, donc c'est 5000 personnes sur 7 pays dans le monde, 76% des gens prévoient de faire un voyage dans les 12 prochains mois. Et sur ces 76%, le nombre de voyages prévus dans les 12 prochains mois est de 3.
Donc les tendances sont très bonnes, et c'est vrai que les tendances de l'été sont très bonnes. On est peut-être un peu moins confiant sur la saison, mais en tout cas, cette étude, elle nous montre que c'est pas juste cet été, c'est que les gens ont envie de voyager. Donc ça, c'est le point 1. Le point 2, c'est qu'on voit aussi dans cette étude que les gens, ils veulent voyager durable, puisqu'on a aujourd'hui des chiffres qui sont assez significatifs. 90% des consommateurs recherchent ou cherchent des options ou des filtres autour du voyage durable dans leur recherche. Par contre, ils sont plus de 70% à dire que quand concrètement, ils veulent devenir des voyageurs durables, là, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué parce qu'il y a énormément de labels, parce qu'on ne le met pas forcément bien en avant sur nos sites. Hein. Je parle pour moi, mais je pense qu'on est tous dans ce cas-là. Et donc, il faut que tous les acteurs du voyage soient plus pédagogues sur que c'est qu'un voyage durable, comment on le met en avant, comment est-ce qu'on l'explique, comment on montre les impacts de ces voyages durables. Parce qu'en plus, les gens, ils sont prêts à payer plus cher. Il y a 70% des gens... C'est ce qu'ils disent, en tout cas. Voilà, oui, mais il y a quand même 70% des gens qui disent qu'ils sont prêts à avoir un peu moins de commodité ou à réduire leur commodité si le voyage est durable. Donc, quand bien même il y en a 1 sur 2 qui, au moment de l'acte d'achat, se rétracte, on reste quand même sur des chiffres qui sont significatifs. Et donc, je pense qu'il faut qu'on aille tous un peu plus loin. On a mis en place un partenariat avec l'UNESCO sur le développement durable. Aujourd'hui, on a 9000 hôtels qui l'ont signé, dont des chaînes comme Accor, Atout France, Visit Scotland. Donc ça, c'est voilà, des choses qui vont permettre demain peut-être d'avoir un badge sur les sites Expedia. En tout cas, aujourd'hui, les hôtels qui ont signé cet accord pour le développement durable, donc la réduction du plastique, l'économie de l'eau, etc., c'est mis en avant sur nos sites. Pas encore. Et puis après, il y a Travalist, c'est une coalition qui s'engage aussi à informer plus les voyageurs sur le développement durable. Et puis on a aussi la déclaration de Glasgow, qui vise à ce que l'ensemble des acteurs de l'industrie soient à 0 émission à horizon 2050. Donc voilà, il y a des initiatives qu'il faut mettre maintenant en place, et puis il y a des choses à moyen long terme qu'il faut développer. Mais en tout cas, je pense que, et on verra si c'est partagé, mais il y a quand même une envie de faire des voyages durables. Et même si c'est du déclaratif et qu'à la fin de l'histoire, il y en a la moitié ou les 2/3 qui font marche arrière, il restera quand même beaucoup de gens qui ont envie de le faire et qui le feront. D'accord, donc il y a une envie, il y a un mouvement qui est en marche, et c'est aux entreprises également d'être force de proposition, finalement. Je vais passer la parole à Cyril, parce que l'aérien est tout particulièrement pointé du doigt. Comment on fait quand on s'appelle Air Transat pour rassurer sur son empreinte carbone ? Alors, c'est un des sujets du moment. Moi, je tempère un peu les propos d'Antoine sur nous. On vient de faire une enquête consommateur là, sur les consommateurs d'aérien en général. Nous, il s'avère que dans cette enquête, la préoccupation durable arrive en 4e, 5e critère. C'est pas la première. Ouais. Et donc on est... c'est pas encore clé dans leur... en fait, le sentiment de sécurité qu'inspire la marque, le prix, le on-time. Chaque coup que je prends cette compagnie, je suis en retard. Donc ça, c'est les trois premiers qui... Le premier, c'est donc la sécurité ? Sécurité et prix, ouais. Sécurité et prix. Ouais. Donc, moi, Linda, effectivement, pour répondre à ta question, on sent vraiment là, en ce moment, le revenge travel. C'est clair. Est-ce que, effectivement, ça va durer ? Je partageais avec Antoine, nos remplissages s'annoncent vraiment bons pour l'été, globalement, donc avec une forte reprise. Je suis déjà un petit peu inquiet sur le mois d'octobre, où après les vacances d'été, on se fait plaisir, on n'a pas voyagé depuis 2 ans, et on y va. Bah là, ouais, le remplissage d'octobre, j'ai 20 points de moins versus 2019, là, actuellement. Donc, est-ce que ça va durer ? Bah voilà, j'ai pas une boule de cristal. Et sur la préoccupation durable, donc elle n'est pas encore tangible. Néanmoins, le groupe Transat est vraiment, je dirais, à la pointe quand même de cet engagement RSE. On est certifié Travel Life depuis 2018. On a renouvelé toute la flotte. Enfin, oui, en 2019, avant Covid, on était encore avec des 310. Aujourd'hui, on est avec des 321 Neo LR. Alors, je dirais, on s'en gargarise un petit peu parce que c'est
c'est super pour l'empreinte carbone et pour la réduction de bruit et donc l'expérience passager à bord. C'est l'appareil le plus vertueux de sa catégorie. Mais ça aussi, en toute honnêteté, on a le fait que je trouve qu'on se fait un petit peu plaisir à mettre en avant ça dans des congrès, dans des séminaires. Le passager, il ne choisit pas parce qu'il sait qu'il va voler en 321 Neo LR. Hein. Si ça dévole à 16h40 et que c'est à 359 €, que ce soit un 3,10, un 3,30 et machin. Donc on a un côté nombriliste entre soi où on met en avant sur ce type de plat de table ronde un truc qui fondamentalement est vertueux et mieux pour la planète. Mais on a peut-être trop tendance à penser que ça va être très important pour le consommateur. Je le sens pas encore de manière prégnante à date. Après, c'est vrai qu'il y a de grandes différences entre appareils. Et aujourd'hui, sur les sites des compagnies aériennes, force est de constater qu'en affichage, ce n'est pas clairement expliqué. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de pédagogie à faire. Oui, mais nous, on vient de nommer quelqu'un dont le quotidien va être la responsabilité sociale et environnementale chez Transat, qui est rentrée au bord. Donc derrière les intentions, il y a des preuves. Et on s'achemine vers effectivement une réduction de 50% de notre empreinte carbone d'ici 2035. C'est ambitieux. À côté de ça, je veux dire, hier, j'ai été voir ce qu'on appelle notre 4 heures, CATE-RER, le New Rest, celui qui fait... On a jeté quand même 15 millions de gobelets en plastique en 2019 au sein des opérations Air Transat. Quand j'ai su aussi hier que 1 million de couvertures, vous savez, les trucs dans l'avion, sont enfouis au Canada parce qu'on n'a pas le droit de les brûler, des choses comme ça. Enfin, il y a... on mettra un sweatshirt demain dans l'avion. Enfin, la couverture, c'est un truc de dingue. Hein. J'ai découvert ça. Donc oui, il y a un chemin à faire. Mais on fait des choses. Mais en 2022, le revenge travel prime encore là sur l'aspiration environnementale. Mais je pense qu'il y a deux leviers très forts aussi, qui sont donc les clients et les collaborateurs. Je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, si on s'y colle pas, on n'est pas un employeur crédible auprès des talents, quel que soit le secteur. Nous, en fait, on a vu apparaître un truc là sur la saison hiver dans l'analyse de nos satisfactions. Pour la première fois, le développement durable est rentré dans les critères impactant la note NPS. Donc, on a le confort hébergement, enfin, il y avait des critères qu'on connaît par cœur, mais pour la première fois, le développement durable arrive dans ce ranking, là, dans le top 4 des critères à travailler pour améliorer le NPS. Et on voit aussi des écarts très forts entre les nouveaux clients et les clients fidèles. On a des écarts de 20 points sur l'évaluation de nos actions. Et pas nos engagements, l'évaluation de nos actions sur site sont 20 points moins bien notés par les nouveaux que les fidèles. Donc je pense que ça va... Parce que le revenge travel, il est là, et en même temps, les gens, ils attendent des marques, qu'on les accompagne pour avoir une consommation touristique responsable. Donc, Et vous dites effectivement, Stéphanie, que le tourisme responsable, c'est vraiment un driver interne pour fidéliser les employés et également pour recruter. Vous avez des questions au moment justement les entretiens d'embauche là-dessus maintenant sur qu'est-ce que fait la marque pour... Sur les univers marketing, digital, qui sont ceux sur lesquels j'interviens, 100% des cas, oui. C'est une préoccupation énorme. Nous, on est... le groupe, il est maintenant dirigé par Franck Gervais, qui a très forte sensibilité RSE. La RSE, c'est le premier pilier du plan Réinvention 2025 pour le groupe. Il y a RSE, performance, expérience client. Donc on est tous très engagés autour de trois piliers, enfin trois piliers, qui sont le respect de l'environnement et la maîtrise de nos consommations d'énergie avec une trajectoire carbone à moins 46, la valorisation du local, du sourcing local, du patrimoine local, sur lequel évidemment Pierre et Vacances est super investi parce que très légitime pour aller là-dessus. Et le troisième volet, c'est la formation et l'engagement des collaborateurs et
j'allais dire la posture, mais agir en employeur responsable. Voilà. Très bien. Donc le tourisme responsable, c'est donc un sujet qui monte. Il y en a un autre qui monte, c'est le sujet des prix. On voit bien qu'il y a énormément d'inflation à tous les niveaux. Christelle, un petit mot là-dessus, parce que je sais que ça touche bien sûr les hôteliers, il y a les matières premières qui augmentent, donc un renchérissement du prix des repas. Il y a également les salaires qui éventuellement augmentent pour attirer des talents qui manquent à l'appel. Alors effectivement, on est cerné, comme dirait l'autre, sur l'ensemble des centres de coûts de notre industrie. Donc les RH, puisqu'on a augmenté les premiers échelons de la grille, il est clair qu'on a eu un contre-coup, je pense, post-pandémie sur la partie talent, hein, un petit peu de désertion de notre profession. Voilà, donc il faut qu'on lui retrouve un petit peu d'attractivité. Donc il y a le salaire, mais il n'y a pas que le salaire. On en parlait effectivement. Il y a être un employeur responsable, il y a avoir une vraie politique de marque employeur, de formation, d'accompagnement. Donc nous, on a beaucoup d'accompagnement. On a tout un tas de programmes pour les talents. On a une université qu'on a ouverte au sein aussi de Rungis, etc. Donc on œuvre pour cela, mais néanmoins, il faut reprendre son bâton de pèlerin. Il faut reprêcher la bonne parole, montrer qu'en fait notre profession peut aussi être un ascenseur social extrêmement rapide. Donc ça, c'est sur la partie talent. Sur la partie inflation, on vit une inflation galopante sur l'ensemble des matières premières. Donc, ne serait-ce que sur le petit déjeuner, on est impacté à plus de 6% d'augmentation, ne serait-ce sur les 3 premiers mois. Il va y en avoir une deuxième augmentation qui s'annonce sur le mois de juin. Et puis l'énergie. Alors l'énergie, là, si je compare à 2019, on est multiplié par 5. Multiplié par 5. Donc je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente sur un PNL d'hôtel. Donc là, il y a une vraie problématique. C'est-à-dire qu'on n'a juste pas le choix d'accélérer notre transition énergétique sur nos établissements et de rénover et de penser RSE. Mais au-delà de ça, entre-temps, il faut gérer. Et c'est une vraie problématique du moment, bien sûr. Alors, heureusement, j'ai envie de dire, ça s'accompagne aussi d'une montée assez extraordinaire des montées en charge des réservations, donc, et heureusement. Mais forcément, il y a une inflation aussi côté prix pour les clients, parce qu'on ne peut pas ne rien répercuter. Et encore à date, on ne répercute pas l'ensemble des coûts que nous avons. Donc, ce qu'on espère, c'est que dans les mois qui viennent, l'énergie, tout dépend aussi de l'évolution des conflits, puisse retrouver des tarifs plus raisonnables, mais à multiplier par 5 versus 2019, c'est quand même, je vous laisse imaginer, on a plus de 300 € le mégawatt, enfin c'est là où on était à même pas 60. Donc les prix augmentent dans tous les sous-segments du secteur. Centres de coûts, quoi. Et c'est effectivement ce qui pourrait aussi faire que la demande ralentisse. On parlait d'inquiétude par rapport à l'automne. Je pense que c'est un sentiment qui est partagé. Quelqu'un veut réagir là-dessus? Puis après, on va laisser la parole à la salle. Oui, effectivement, on est dans un contexte... je parlais de boule de cristal tout à l'heure. Les signaux ne sont pas alignés au mieux à long terme. Donc là, on vit, profitons, c'est le revenge travel, c'est ce que disait Antoine. Est-ce que ça va durer? C'est la vraie question. À l'échelle d'Air Transat, l'augmentation du carburant, c'est environ un impact de 100 millions de dollars canadiens là, sur la saison été. C'est beaucoup. C'est moins que l'électricité. On n'a pas fait x3, mais enfin, on le sent quand même. Et la difficulté, pour nous, c'est... ce à quoi on assiste, c'est que dans le sens Amérique vers l'Europe, les prix ont réussi à augmenter. Inversement, dans le sens Europe-Canada, jusqu'à il y a très peu de temps, il y a un mois, on vendait moins cher qu'en 2019. Donc... il n'y a pas photo, avec des coûts qui augmentent et une recette unitaire qui n'a pas augmenté, la marge sera moins bonne. Alors, Dieu merci, opérer en A321 LR, ça coûte beaucoup moins cher qu'on a 330. Donc, peut-être qu'au final, ça ira. Mais non, c'est une vraie question, l'augmentation. Et puis les compagnies, le hedge du carburant, la garantie, la protection d'acheter à terme avait un niveau. Quand vous êtes dans une courbe ascendante, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il y a beaucoup moins de hedge qu'avant. Donc ouais,
c'est périlleux. C'est périlleux et c'est compliqué. Merci beaucoup pour tous ces éclairages. Merci infiniment. Je pense qu'on peut les applaudir.